Et pour commencer cette émission, je suis avec Marie Guillemot. Bonjour. Bonjour Elie. Vous êtes la présidente de KPMG France. Alors vous avez pris la tête de KPMG France il y a quelques semaines, 2 mois. Ah ouais, c'est ça. Au moment où finalement votre groupe venait de devenir numéro 1 de l'audit conseil en France devant EY. Ça veut dire que votre prédécesseur a bien travaillé, que vous récoltez les lauriers. Comment ça se passe ? Alors effectivement, mes prédécesseurs et mon prédécesseur ont bien fonctionné avec des équipes autour d'eux, mais effectivement on a un positionnement sur le marché qui nous laisse espérer des potentiels de croissance encore supplémentaires, parce que ce leadership il s'appuie sur des équipes qui sont assez formidables dans leur engagement pour le cabinet et pour leurs clients, et puis il y a un socle de confiance et d'accompagnement de nos clients sur lequel on peut encore construire. Alors, ça représente quoi aujourd'hui KPMG France, ça reste des métiers qui sont, en tout cas pour moi, assez abstraits. Et j'imagine qu'en plus, entre le moment où est né votre groupe en 98 et maintenant, les métiers ont énormément évolué. Donc, qu'est-ce que vous recouvrez au global chez KPMG France ? Alors aujourd'hui, KPMG France, c'est à peu près 1,2 milliard, 4 métiers, l'audit, le conseil, le juridique et fiscal, métier nouveau, et puis bien sûr l'expertise comptable conseil auprès des entrepreneurs. Le groupe il s'est constitué en 1922, on va bientôt fêter le centenaire, avec toujours un ADN autour de l'innovation qui nous a permis de faire réussir tout type d'entreprise en France, les plus grandes aux plus petites, avec toujours une capacité à apporter les dernières technologies et des éclairages sur le monde d'après, si je puis dire. Alors ça, c'est le cabinet en France, détenu par 100% d'associés français, mais on fait partie d'un groupe mondial qui, lui, est autour de 220 000 personnes et à peu près 30 milliards de revenus. C'est ce qu'on appelle, vous faites partie des Big Four, comme on les appelle. Des Big Four, voilà, exactement. Alors la singularité pour nous en France, c'est d'avoir effectivement un maillage régional assez puissant, avec 220 villes dans lesquelles se trouvent nos équipes, au plus près des territoires, au plus près des entrepreneurs, des ETI, ce qui est aussi un élément de fierté pour nous. Et les régions, c'est pas seulement pour ce type de clientèle, mais c'est aussi pour les grands groupes. On le voit avec la crise du Covid, de plus en plus, elles sont en train de rechercher le sourcing local, des chaînes logistiques de façon plus resserrée en France. Elles réindustrialisent aussi en partie les activités en France. Donc voilà, il y a un vrai levier pour nous. Vous êtes en fait au plus près des entreprises et partout dans le territoire. C'est intéressant. On parle des défaillances d'entreprises. On voit que pour l'instant, on est assez préservé grâce évidemment à l'ensemble des dispositifs. Ça commence quand même peut-être un peu à frémir du côté des plus petites entreprises. Vous, en matière de signaux faibles, qu'est-ce que vous observez ? Alors effectivement, ces derniers mois, on a pu voir qu'il y avait une réduction des faillites d'entreprises d'à peu près 35%. Donc on est très vigilant, mais il y a aussi un très fort effort d'accompagnement pour refinancer toutes les mesures qui ont été, qui sont venues finalement sauver un peu l'économie sur cette première phase. Donc là, voilà, on est dans une deuxième phase avec des critères de viabilité des projets qui sont refinancés, des entreprises qui sont refinancées, qui sont extrêmement importants à remplir. Pourquoi ? Parce qu'après avoir, irrigué toute l'économie, il faut maintenant essayer de créer des champions en France dans les différentes filières et puis donc redonner de la pérennité aux entreprises qui ne sont pas exsangues. Voilà, je crois qu'il faut vraiment mener cette transformation aussi parce que beaucoup de modèles sont à repenser. Et c'est pour ça qu'il y a autant de fusions-acquisitions. Là, vous voyez, c'est à des niveaux records en ce moment. Est-ce que ça veut dire que c'est parce que, effectivement, ce sont des entreprises qui ne sont pas exsangues et en même temps, il y a beaucoup de liquidités sur le marché, donc effectivement, on a ce mouvement de fusion-acquisition, ou est-ce que c'est syndrome un peu de bulle ou de crise qui arrive, comme on a pu le voir en 2008 ? Alors nous, ce que l'on peut voir chez KPMG, c'est qu'il y a beaucoup de liquidités, il y a beaucoup d'appétit pour prendre des positions qui se font dans des entreprises ou des secteurs d'activité qui sont plus pérennes, qui sont amenés, à rebondir fortement en sortie de crise. Ouais. Et puis il y a une profonde transformation des entreprises dans leur organisation, dans leur façon d'articuler leur chaîne logistique, dans leur façon de concevoir les services et les produits. Et tout ça, effectivement, draine beaucoup d'activités
demandent des financements importants. Donc il y a des positions à prendre dans cette reconfiguration du paysage économique et effectivement, les liquidités permettent d'avoir ce grand mouvement de transactions sur lequel on est également très actif. Ouais, c'est le pilier sur lequel vous êtes le plus sollicité en ce moment Alors on est très sollicité, effectivement. On a eu, je dirais, une suspension des transactions au moment du premier confinement l'année dernière, mais en vérité très court, plus court que ce à quoi on s'attendait. Et ça repart très très fort, avec même pour nous l'incapacité de faire face à l'ensemble des sollicitations, je dirais. Notre équipe, refusez des dossiers. Alors on refuse des dossiers malheureusement depuis plusieurs mois, parce que nos équipes par le passé ont plusieurs années de suite été premiers en valeur, en volume, donc une réputation solide qui fait que voilà, la sollicitation elle est forte. Et voilà, on cherche aussi à avoir le bon équilibre entre servir nos clients et préserver nos équipes, parce que la charge de travail est extrêmement soutenue en ce moment. Oui, vous parlez de charge de travail. Alors, je voyais ce matin un article dans Le Monde sur vos concurrents d'EY, où effectivement, il y a visiblement une sorte de mouvement de protestation autour d'une limite de travail à 48 heures qui était dans un projet d'accord collectif et qui a été retiré. Bref, on sait que dans vos métiers d'audit conseil, la charge est déjà énorme, même en temps normal. Comment est-ce que vous appréhendez ces sujets-là auprès de vos équipes ? Alors, c'est vrai que nos métiers sont des métiers, je dirais, où il y a une exigence forte en termes d'accompagnement de nos clients, de qualité du travail. En même temps, voilà, je vous dis, on recherche l'équilibre parce que nous n'avons pas d'usine, pas de réseau de distribution, nous avons des équipes. Donc moi, je tiens vraiment de la gestion de l'humain, aux équipes. Voilà, exactement. Donc il faut avoir le bon baromètre. On ne peut pas, je dirais, crouler sous une charge de travail. C'est la raison pour laquelle, je vous le disais, on a stoppé, je dirais, de certaines opportunités en deal. Mais c'est vrai aussi dans d'autres lignes de service, en restructuration, en transformation digitale des fonctions finances, par exemple, où on a un très très fort volume d'affaires, pour que nos équipes puissent, dans une période aussi aride et de forte tension finalement, puissent reprendre leur souffle et puissent faire face, je dirais, posément, avec le bon discernement aussi, ce qui est très important dans nos métiers. Donc voilà, on cherche cet équilibre, ce qui est un travail au quotidien. Et ça passe aussi par un plan de recrutement. J'ai vu que vous recrutiez 2000 CDI cette année, plus de 400 contrats et alternants. Pourtant, comme je disais tout à l'heure, souvent c'est vrai que c'est des métiers qui peuvent être un peu abstraits. Est-ce que c'est des difficultés que vous rencontrez en termes de recrutement, d'aller chercher les jeunes, de les motiver, de leur donner l'envie de rejoindre des grands groupes comme le vôtre ? Alors, on n'a rien lâché pendant cette période de crise sanitaire, de notre ambition de recrutement. On est en forte croissance, donc il faut effectivement qu'on fasse grandir les talents. Donc 2000 CDI, 400 apprentis jeunes chaque année. Donc c'est des cohortes, si je puis dire, qui rentrent chez nous. Moi, je ne considère pas que ce soit des métiers arides. On le voit comme ça de l'extérieur, mais quand on le vit, ce sont des métiers de confiance, des métiers de relation. Et c'est ça qui fait la richesse des parcours. Bien sûr, on cherche à leur donner envie. Et leur donner envie, c'est de les outiller avec les dernières technologies du moment. Donc, on a vraiment fait beaucoup d'investissements en matière de digital, 5 milliards de dollars sur 5 ans au sein du réseau KPMG. Donc ça, c'est des accès aussi pour l'ensemble de nos jeunes. On travaille sur la dimension d'engagement sociétal et environnemental. On souhaite vraiment pousser les feux là-dessus et former nos jeunes dans ces domaines. C'est pas du soft seulement, c'est aussi donner des compétences pour accompagner les grandes transformations écologiques, énergétiques, les transformations des organisations. Donc ça, nos jeunes, ils sont amenés aussi à embrasser ces différents parcours de compétences. Et puis, on leur donne davantage de voix. On leur donne aussi la capacité de s'engager dans du mécénat de compétences. On sait aujourd'hui que c'est un facteur d'attractivité très important. Oui, de pouvoir donner du sens à ce qu'ils font. Exactement. Et donner du sens aujourd'hui dans la transformation que l'on vit, c'est d'aider les entreprises à transformer leur empreinte climatique, mais aussi repenser leur business model pour qu'il soit plus durable, plus prospère. Donc nos jeunes sont amenés très vite aussi à comprendre ça et à aider les entreprises. Et puis c'est aussi aider nos parties prenantes, s'investir dans des causes qui recueillent les convictions de nos plus jeunes. Et donc on va doubler le nombre de jours qui leur est offert. Donc ils ont jusqu'à 6 jours
par an sans demander rien d'autre que de pouvoir s'investir dans des causes sociétales ou environnementales. Et ça fait une vraie différence. C'est aussi très proche de l'ADN de KPMG, qu'on cherche à cultiver ainsi. Et ça fonctionne très bien en termes de mobilisation. On l'a vu l'année dernière pendant la crise. Moi, j'ai vraiment énormément de fierté à l'égard de toutes nos équipes qui se sont pleinement investies. Donc, ce n'était pas des élans individuels, c'était vraiment une mouvance collective très, très puissante. Et on va continuer. Vous parliez des enjeux environnementaux et sociétaux. Oui. J'ai vu que c'était vraiment l'axe central de votre feuille de route. Comment vous allez la décliner? Avec quels moyens? Parce que par exemple, c'est vrai que ça reste, encore une fois, assez abstrait quand on vise la neutralité carbone à horizon 2030. OK, mais comment on s'y prend concrètement? Alors effectivement, on a mis en place au cœur du projet de croissance de KPMG en France, projet KPMG for Good. C'est à la fois travailler sur toutes les dimensions internes. On doit être exemplaire avant de pouvoir accompagner nos clients déjà. Et puis, c'est servir nos clients dans toutes ces transformations. Ça veut dire que toutes les compétences de KPMG, tous les métiers de KPMG sont amenés à accompagner nos clients dans cette dimension. Donc, c'est vraiment faire preuve prendre position. Ça peut être accompagné dans des projets qui sont déjà, je dirais, bien conscientisés, si je puis dire, mais c'est aussi faire un travail de pédagogie énorme. Quand on regarde les différents métiers de KPMG, au cœur des métiers historiques de KPMG, vous avez l'audit. Et l'audit, aujourd'hui, est amené à sécuriser la communication des entreprises, non pas seulement sur les données financières, mais les données extra-financières également. C'est ce qui va les préserver, finalement, nos entreprises, d'une communication, je dirais, trop conceptuelle. C'est ce qui va leur donner, justement, des jalons pour travailler vraiment sur leur trajectoire environnementale et sociétale. Donc les auditeurs sont amenés à jouer cette carte. Les activités de conseil ou d'expertise vont être aussi en pédagogie, en travail sur des nouvelles solutions, réinventer les business models de nos clients. C'est ce sur quoi on est également amené à réfléchir avec eux. La transformation du sourcing plus responsable, des chaînes logistiques. Il y a un pan d'activité très important. Donc pour nous, c'est de vraiment créer le mouvement des 10 000 collaborateurs de KPMG pour servir systématiquement sur ces dimensions nos clients, en s'appuyant sur des expertises de ces sujets ESG. Et chacun peut contribuer. Et on ne peut pas conseiller à des clients de faire quelque chose si on ne se l'applique pas à soi-même. C'est ça l'idée derrière. Voilà, donc pour nous, on a aussi cette démarche. KPMG doit aussi contribuer avec ses 10 000 collaborateurs, ses 10 000 consommateurs, à apporter sa pierre à l'édifice. Donc on le fait au-delà de nos clients avec des actions. C'est des actions de mobilité douce. C'est des actions de diversité, c'est des actions de mentoring, c'est un certain nombre de sujets, ou de la Green IT par exemple, puisque nous ne sommes pas une grosse activité polluante, néanmoins nous avons des empreintes carbone aussi avec l'ensemble de la data et de l'IT qu'on utilise par exemple. Et en plus, vous parliez tout à l'heure d'ADN, c'est vrai que KPMG, je me rappelle, était un des premiers à s'engager au moment de la COP21, donc il y a quelque chose que vous inscrivez comme ça dans le temps? Oui, je crois que c'est une conviction forte et profonde de KPMG. Je crois qu'il y a eu vraiment un ADN humain depuis l'origine qui a été cultivé. Je crois que c'est vraiment ce qu'on cherche à nourrir pour aussi nous distinguer et apporter une expérience aux jeunes qui nous rejoignent un peu différente. Et effectivement, on s'est engagé très vite sur la COP21. On avait également le train du climat sur lequel on s'était mobilisé très tôt. Et notre fondation, KPMG, existe aussi depuis presque une quinzaine d'années. C'est 1000 volontaires par an qui sont agissants avec un certain nombre de parties prenantes autour de l'éducation, l'entrepreneuriat solidaire et l'environnement. Donc c'est des causes qui sont déjà servies au sein de l'entreprise. Et là, on va passer à l'échelle. Et donc on va passer à l'échelle avec non plus 1000 collaborateurs, mais 10 000, je l'espère. Comment vous faites? Vous faites de l'intrapreneuriat à l'intérieur, des appels à projets? Alors on fait de l'intrapreneuriat. Disons qu'on a un accélérateur, c'est-à-dire une plateforme qui permet de développer des solutions innovantes de façon accélérée. Et donc, effectivement, on fait des appels à projets. Et pour les 6 mois qui viennent, ce sont des appels à projets autour des engagements ESG, autour des solutions ESG pour pouvoir apporter de l'innovation en la matière à nos clients, aller plus vite
Donc ce sont des jeunes qui sont amenés à pitcher leur projet pour pouvoir le faire grandir de façon accélérée. Et puis on apporte des expertises qui leur permettent d'aller plus vite et de porter ensuite ces projets au sein de KPMG. Et l'idée, c'est ensuite de pouvoir les proposer, j'imagine, à vos clients. Vous voyez votre métier comme un métier qui fait réussir les autres entreprises ? Ah oui, absolument. Moi, c'est ce qui m'a mobilisée en fait pour être dans ce rôle aujourd'hui chez KPMG en France. C'est l'effet multiplicateur que l'on peut, je dirais, catalyser finalement. On a près de 100 000 clients en France. Donc 6 000 entreprises que l'on peut encore davantage accompagner dans cette démarche plus vertueuse. Donc voilà, effectivement, voilà, on va passer maintenant à une échelle assez différente. Et puis nos jeunes, ils sont évidemment les leviers et les porteurs de ce projet. C'est pas un projet d'un comité exécutif, c'est le projet d'un cabinet et d'une communauté de forces vives. Et donc voilà, si ça remplit en plus leurs aspirations, évidemment, on aura gagné. Vous êtes une femme donc à la tête d'un gros groupe en France. Vous avez été élue pour la première fois au terme d'une campagne interne. Il y avait 3 candidates. Est-ce que ça veut dire quand même que dans votre métier, ça y est, les choses elles sont en train de changer, quoi ? Alors, elle change toujours moins vite qu'on ne le souhaite, moi la première, mais elle change véritablement. Aujourd'hui, on recrute plus de 50% de femmes à l'entrée dans nos métiers. Donc, mon objectif est de m'assurer que nous avons des parcours de carrière moins linéaires et, je dirais, facilités pour les jeunes parents, les jeunes femmes, mais aussi les hommes qui souhaitent prendre un peu de temps aussi pour leurs enfants. Ouais, parce que c'est souvent à ce moment-là qu'il y a un décrochage. Exactement. Ouais. C'est aussi les promotions. C'est aussi d'avoir un regard un peu différent parce qu'on est tous porteurs de biais. Eh bien, nous avons des formations qui sont obligatoires pour tous les associés, tous les managers sur les biais comportementaux de façon à déjouer tous ces biais inconscients qui font qu'il y a plus de 50% de femmes et qu'il n'y a pas encore 50% de femmes dans le partnership. Donc voilà, donc ça c'est mon enjeu et que ce soit également une mixité qui soit bien plus forte à tous les échelons de l'entreprise, dans tous les métiers et dans toutes les fonctions. Donc ça aussi c'est un enjeu important. Et puis la diversité, c'est pas que le genre, c'est aussi les parcours de compétences. Et moi, je suis très fière de dire que KPMG a investi avec les lycées de la réussite et auprès de 38 lycées, sur des accompagnements, je dirais, positifs pour faire entrer des jeunes de quartiers d'éducation prioritaire dans nos métiers et de leur donner également toutes les chances de réussir. Comment vous faites ? C'est-à-dire que vous les formez en interne ensuite ou... Voilà, exactement. On les forme en interne avec des parcours aménagés qui leur permettent d'embrasser nos métiers. Certains vont vouloir y rester et vont progresser dans nos métiers et d'autres vont avoir un apprentissage déjà dans le milieu de l'entreprise et puis, je l'espère, une carte et une formation qui va leur permettre d'aller plus loin. Pour revenir sur la question des femmes, vous dites que vous recrutez plus de 50%, ça veut dire que là, pour le coup, ça y est, dans la formation, vous avez un vivier suffisant ? Parce que parfois, c'était au niveau de la formation que ça bloquait. Alors, on a un vivier suffisant à l'entrée dans nos métiers, pratiquement tous. On a encore vraiment une attention positive à faire pour attirer les femmes dans certains métiers plus technologiques ou de conseil. Et vraiment, on met l'accent là-dessus. Et moi, j'ai un COMEX qui est extrêmement mobilisé sur le sujet. Donc, ça passe par là. Ça passe par là, absolument. Et puis demain, c'est que ces femmes qui sont à plus de 50% à l'entrée chez nous, elles soient aussi nombreuses à gravir l'ensemble des échelons. Et puis, on a des programmes comme un programme qui s'appelle Émergence, qui depuis 10 ans forme les femmes qu'on a repérées comme étant à plus haut potentiel, à exprimer leurs objectifs, à chercher des alliés dans l'entreprise, à trouver des mentors, hommes et femmes, pour pouvoir les aider à finalement tracer leur propre voie. Donc, objectif, un groupe paritaire à quel horizon ? Je ne sais pas encore, mais en tout cas un groupe avec une plus grande richesse de talents, de parcours, parce que les parcours aussi, il faut les personnaliser davantage, accompagner la mobilité entre nos métiers, entre nos différents pays. Donc il y a beaucoup à faire, effectivement. Et votre mandat, là, il est pour combien de temps ? Il est pour 4 ans.
Bon, bah alors bon courage. Donc c'est sans attendre. Sans attendre. Merci beaucoup Marie-Guillemot. Je rappelle que vous êtes présidente de KPMG France. Merci d'avoir été avec nous. Oui, Planex, merci beaucoup.